Hein? Oh, oui. Alors j'avais une raison. Mais oui, je commence à. C'est ça. Oui, c'est vrai.
Tout est lié, bien que il y a que fragmenté. Il n'y a pas de fragmentation. La fragmentation de socle. Le socle est un artifice au niveau de la pensée intellectuelle. Je suis de Tout à fait. Voilà, je préfère ce terme-là. Structure fractale. Tout ça, Quand je m'amuse à regarder l'eau, vue d'en haut. Je vois que l'eau, vue d'en haut, a la même texture que la boue. Oui, ça c'est sûr. Parce que la boue n'est pas, en fait, c'est la même texture à dériver. C'est ça, en fait. Vu en l'extrême partie, ce serait la même chose. Oui, je commence à me dossier. J'ai vu ce mot-là très souvent. pour moi, ça c'est très habitude de pas Oh bon, C'est vrai. Oui, non, mais c'est la solution. oui, moi, je ne crois pas matin. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux Ah non, je Voilà, un bonnet, même quand même, moi, ça dépend progressivement. non, moi, ah, moi, brusquement, j'ai tout laissé. D'ailleurs, jamais laissé la cigarette, brusquement. J'ai mis tous les alcools, toutes les cigarettes, brusquement. Tu as regardé les grands fils? Non. Ou les grands fils qui ont laissé? Quel béton? Pour le moment, pourquoi on regarde en fait, c'est 100%. Hein? 100%. Il n'a pas donné, ça prend des jours, il n'a pas donné pour récupérer. Sauf si ma travail avec adrénaline. Je marchais en piège jusqu'à 2 heures du matin pendant 7 heures. On n'aime pas dire ce que tu dois rouler parce que moi, j'en fais quand même. Mais dans les futurs ouvert, l'idée c'est que nous crachons.
Ouh là là. Comment ça? Ah, il y a d'accord. Il y a place de pas de délicat parce qu'on a place. Non, au contraire. Merci.
Elle me l'a dit. Oui, elle me l'a dit. Elle me l'a dit. La première page, je l'ai fait ça. Oui, Mais non, mais c'est clair, non, qu'on va arriver. Balancer.
Oh, apa filo là? Il doit comme une enfant là, c'est les bacs. Grégory. Valérie. Ça va? Ah,
J'ai pas le parler à mon cher, et en France, Grégory, il était pour mettre à mais là, avec le voyage, Bien ou mal. je veux pas. Madame non, c'est chef cabinet à Valais. En Valais, Non, c'est pas capable, c'est pour ça. On n'a pas pu support oui, mais est-ce qu'il pourrait plus voir en fait, j'avais des réponses en absence, tu vas avec moi tu mais je veux la je veux que tu veux voir en absence si tu on l'a compris Jusqu'au 25. Comme on dit au téléphone. Première dame, bonsoir, je vais saluer. comment tu vas dire Posez. Il va prendre son nom. Oui. Nous tous. Comment ça va?
Stéphane Foy qui était chez nous, il faut dire qui parlait là. Non, parce que ma bien on n'a pas compris. Non, non, so dit la pointe. C'est pas mieux pour la douille. D'accord? Fidèle que nous d'accord? Ouais, écrit. Non, tu as dit que vous êtes pas mal à non, on a monté à cause des caméras. Un côté en minute, on va pas nous caméras. On va nous caméras là.
Champion, oui. Toute bataille, c'est. Mon banane fait mon nom. Et il a des mieux. Son Excellence, Monsieur le Président, cher Joseph Martelly, Madame Première Dame, Monsieur l'immortel Dany Laferrière, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les recteurs d'université, éminentes et de l'intelligence haïtienne, les écrivains, gens du beau et du bien, membres de la presse, Mesdames, Messieurs. Le 12 décembre 2013, les Haïtiens d'ici et d'ailleurs ont ressenti comme un éclat indicible de joie. Pour 2013, pour dire que notre joie a toute être indicible parce que quelque part nous entendions parler de l'apothéose d'Dany Laferrière, de l'exploit, du miracle d'Dany Laferrière. L'homme venait d'être admis à l'Académie française. Et son élection n'a pas laissé indifférent ses amis proches, ses intimes, jusqu'au chef de l'État qui le jour même a exprimé ses émotions publiquement à l'égard de celui qui venait de placer Haïti encore une fois à l'échelle internationale sur un podium envié par plus d'un. Dany Laferrière, l'immortel, le président de la République avait voulu le recevoir tout de suite après cette nouvelle. Cependant, il ne pouvait le faire parce que c'eût été contraire aux normes, c'eût été contraire à la procédure. Ce privilège, c'est le président François Hollande qui l'a tout d'abord eu, mais aujourd'hui, il est là, en chair et en os parmi nous, et avec toute la fièvre haïtienne, il n'y a pas que nous autres dans cette salle qui, ce soir, nous sentons très émus, mais les Haïtiens du monde entier, où qu'ils se trouvent en ce moment, éprouvent la même émotion. Dans quelques instants, je vous parlerai de la production intellectuelle, mais ô combien riche de cet homme qui en 29 ans a produit pas moins de 24 ouvrages, avec bien évidemment le titre que plus d'un connaît par cœur et qui a fait le tour du monde avec succès, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Ce livre qui a été mis à l'écran aux États-Unis 4 ans après sa publication, mais un titre parmi tant d'autres. Et je rappellerai aussi, Monsieur le Président de la République, que le 12 décembre 2013, l'immortel Dany Laferrière avait choisi d'être en Haïti pour recevoir cette information, lui dont le Québec se prévaut, et à juste titre, lui aujourd'hui qui fait partie à jamais des immortels français parce qu'il va contribuer à pérenniser un peu plus le français et à travailler à faire en sorte que cette langue se perfectionne un peu plus. Trêve de parole, je vais tout de suite céder la place au président de la République
qui ce soir va pouvoir publiquement témoigner à l'endroit de cet homme. On dit que les hommes sont mortels, lui il est immortel, un demi-dieu, dirait-on, de la littérature. On va laisser donc au président de la République la possibilité de laisser son cœur s'épancher ce soir. Monsieur le Président de la République. Merci, asseyez-vous. Monsieur l'élu de l'Académie française, cher Dany, Madame la Première Dame, Messieurs les ambassadeurs du Canada et de la France, Messieurs les recteurs des universités, parents et amis de l'élu, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir d'accueillir ce soir l'un des plus illustres écrivains haïtiens contemporains. Votre élection, mon cher Dany, à la prestigieuse Académie française, est pour nous une source de fierté profonde. L'honneur qui vous est fait rejaillit sur Haïti tout entière. Avec vous, c'est la littérature haïtienne en quelque sorte qui fait son entrée à l'Académie. Car à travers vous, l'Académie française honore aussi une longue lignée d'écrivains qui ont donné leurs lettres de noblesse à la littérature haïtienne et qui, depuis 2 siècles, contribuent au rayonnement de la langue française et de la francophonie dans les Amériques et dans le monde. Vous vous définissez souvent, avec raison, comme un citoyen du monde. Votre vocation d'écrivain puise sa source dans le royaume de votre enfance à Petit-Goâve. Elle s'est affirmée à Port-au-Prince, s'est épanouie au Québec, où vous avez fait une entrée particulièrement remarquée dans le monde des lettres il y a environ 30 ans. Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages et vous vous êtes vu décerner plusieurs prix littéraires prestigieux. Comme pour couronner ce magnifique parcours, vous voilà aujourd'hui reçu parmi les immortels. Vous êtes le premier écrivain haïtien, le premier écrivain des Caraïbes, le premier écrivain québécois et canadien à faire l'objet d'un tel honneur. Cette distinction se veut assurément un hommage à une œuvre qui atteint une résonance et une dimension universelle, tout en demeurant authentiquement haïtienne. Car tout en étant au confluent de plusieurs cultures, elle reste profondément imprégnée du pays natal, de ses couleurs, de ses odeurs, de ses réalités et de son merveilleux qui parcourt chacun de vos livres et leur confère leur authenticité et leur densité propre. Nous vous savons gré de cette fidélité à la terre d'Haïti. Mon cher Dany, je tiens à vous exprimer, en même temps que mon admiration personnelle, l'hommage de toute la nation pour votre œuvre littéraire remarquable et pour votre contribution éminente au rayonnement de la culture haïtienne. Vous êtes un puissant symbole de l'apport de nos écrivains et de nos artistes par leur engagement dans l'écriture et dans les arts, à la promotion de l'image d'Haïti sur la scène internationale. Permettez-moi d'ajouter que vous êtes une source d'inspiration, non seulement pour les jeunes talents littéraires, mais aussi pour toute la jeunesse haïtienne, avide d'éducation et de connaissances, pour laquelle votre trajectoire a et aura toujours valeur d'exemple. Je forme pour vous mes meilleurs vœux de succès dans la tâche noble et éminente qui vous attend, celle de contribuer au rayonnement de l'Académie française et de la francophonie. J'espère qu'en dépit de vos nouvelles responsabilités,
qui seront celles d'un immortel, vous trouverez le temps de nous visiter de temps à autre en Haïti. Quant à moi, ce sera toujours un plaisir de vous y accueillir. Je vais vous inviter à lever le verre en l'honneur de notre nouvelle immortelle, Dany Laferrière. Merci. Les verres ne sont pas encore là. Bien sûr, les verres n'étant pas encore là, saisis l'opportunité pour Dany pour ces mots. Eh bien, bonsoir, mesdames, messieurs, messieurs les ambassadeurs. D'abord, le président de la République et son épouse. Et chers amis, cher Franck Etienne aussi, qui représente l'ensemble des écrivains, même s'il y a d'autres écrivains, je crois que c'est un symbole assez fort. Et ici, il y a un écrivain d'en parler. Et bon, je suis tout à fait ému d'être reçu par l'État haïtien, le président de la République, son cabinet souvent ministériel étant d'accord avec cela. Et c'est pour moi un moment assez touchant, parce que je n'ai jamais cru que ces 26 lettres de l'alphabet auraient pu m'amener si loin à être reconnu par mon pays, et à ce niveau-là, avoir reçu l'hymne national tout à l'heure dans la cour du palais. C'est toujours touchant, parce que j'ai été un grand fanatique de football. Et à chaque fois qu'on entendait l'hymne national, que les Haïtiens appellent le carnaval, parce que les autres hymnes nationaux étaient toujours un peu langoureux. Mais dès qu'on entendait l'hymne d'Haïti, on sentait un frémissement. Alors tout cela a commencé à Petit Goâve, en Haïti, presque à la frontière des départements du sud et de l'ouest. Cette petite ville entourée de montagnes avec cette mer turquoise des Caraïbes, et où je ne suis pas né, je suis de Port-au-Prince, mais où j'ai dû retrouver assez vite ma grand-mère pour cette longue leçon, si longue qu'un jour, j'espère, vers la fin de ma vie, j'écris un livre pour raconter de nouveau, mais cette fois de manière définitive, cette saison à Petit Goâve, que j'ai toujours en tête au moins le titre, Une si longue enfance. Parce que cette enfance de Petit Goâve, ces moments au pied de ma grand-mère avec sa cafetière de café, sur cette galerie du 88 de la rue Lamar, dont j'ai tenté d'en faire une adresse du bonheur de l'enfance, ces moments m'habitent toujours, sont si profondément imprimés en moi que je pense même au moment même de mourir, je me souviendrai toujours de ces après-midi paisibles. C'est pourquoi j'ai écrit un livre dont le titre est « Le charme des après-midi sans fin ». Pour moi, c'est ça la vie de province. Et comment ces femmes qui ont dominé mon enfance, ma grand-mère, ma mère et mes tantes, comment elles ont pu faire pour qu'au cœur de la dictature de l'époque, nous sommes dans les années 50, je me suis senti si protégé que je n'ai pas vu l'horreur, la terreur qui m'entourait. J'étais un enfant heureux. Et je crois comprendre que partout dans le monde, chaque fois qu'un enfant se sent heureux, c'est parce que des gens le protègent. L'enfance doit être protégée, parce que c'est la fondation de toute chose. Et j'ai été un élève, j'ai bien appris ma leçon. Et à l'époque, cette leçon-là, c'était de passer mon temps à regarder le vol soyeux des papillons, des libellules, regarder les fourmis dans leurs mouvements, qui ressemblaient d'ailleurs à l'agitation humaine qui se passait dans la rue, écouter les gens, et quand ma grand-mère leur parlait, et quand ils passaient devant la maison, devant la galerie, et qu'ils échangeaient des informations, des émotions, les écouter. Et tout cela a été au cœur, au centre même de mon apprentissage d'écrivain. Parce que c'est là que j'ai compris l'idée du narrateur invisible, qui regarde, ne parle pas. Parce que les enfants n'ont pas le droit de parler en Haïti quand les adultes parlent. Bonne leçon pour apprendre, bonne manière d'apprendre, surtout dans notre époque où l'on opine avant de savoir. Et donc, j'écoutais, j'apprenais et je regardais la pluie tomber. Cette chose miraculeuse qui pouvait s'arrêter à tout moment, au beau milieu de la rue Lamar. Cette pluie qui venait toujours de Jacmel, parce que je ne sais pas pourquoi, ma grand-mère pense que la pluie vient de Jacmel. Et je regardais aussi les gens qui se baladaient dans la rue, qui couraient, qui filaient, parce que les Haïtiens n'ont pas peur des révolutions, des mouvements, des armes à feu, mais de la pluie.
Alors ils allaient toujours sur la galerie en face pour parer la pluie, comme on dit. Et moi, je savais, enfant fiévreux, puisque les enfants fiévreux observent beaucoup, je savais qu'elles n'ont pas à avoir peur, puisque la pluie s'arrêtait toujours. On n'allait jamais au-delà de la 36e rangée de briques de la maison d'en face. C'est une observation née de l'enfance. Et je crois qu'elle est au cœur même de ma vision de la littérature, qui n'est pas née de l'idéologie, ni d'une sorte de chose abstraite, mais plutôt de petits faits de la vie quotidienne, comme celle-ci, par exemple, quand j'ai annoncé à ma mère la mort de mon père, que je la voyais entrer et sortir la bague de mariage de son droit, j'ai senti que le moment était difficile et expliquait les 50 ans d'attente de cet homme qui n'est jamais revenu. J'aime les petits détails qui font vrai. Et je tiens cette leçon de Stendhal. Donc, cette enfance a eu une fin. Je suis allé à Port-au-Prince, et où j'ai retrouvé ma mère, ma sœur qui est ici présente, et où j'ai retrouvé cette maison. De la fenêtre, je pouvais voir les jeunes filles qu'on appelait à l'époque la fraîcheur, et que quelques années plus tard, notre président a chanté dans sa musique aussi. Ces jeunes filles j'avais une autre vision d'elles que ma mère. Ma mère, très pieuse, disait que c'était des demi-prostituées. Moi, je pensais qu'elles étaient en train d'inventer la modernité haïtienne. Je crois que ce sont les danseurs qui inventent la musique. Et parce que ces jeunes filles, pour la première fois dans l'histoire haïtienne, allaient danser dans les bals les samedis soirs sans être accompagnées d'hommes, et parce qu'elles ne voulaient pas danser des musiques collées, des boléros, des slows, il a fallu inventer une musique plus dynamique, plus moderne. Enlever tout le cuivre qui alourdissait les choses, couper dans les slows qui n'arrêtaient pas de finir. Je me souviens quand des jeunes à minuit attaquaient, et par exemple au Grand Cabrit l'a dit bébé, on est foutu jusqu'à 3 heures du matin. C'est un enchaînement de slow. Donc il a fallu réinventer une musique plus dynamique avec les ambassadeurs fantaisistes. Donc pour ma part, ces jeunes filles avaient réinventé la modernité haïtienne. Et c'est pourquoi je leur ai dédié un livre. Le goût des jeunes filles, ce n'était pas le goût des vieillards pour des jeunes filles, c'était le goût des jeunes filles pour la vie. Elles étaient pour moi l'image même de cette Haïti culturelle résistante au cœur même de la dictature. Elles sont allées au front, elles se sont brûlées les ailes, mais j'ai tenu à les chanter. Donc cette ville pour moi qui est extraordinaire et dont le poète et romancier Franck Etienne en a fait un des plus grands poèmes de la littérature contemporaine. Je le vois encore d'ailleurs, ce Franck Etienne, quand j'ai été le voir à 19 ans pour l'interviewer sur ce que j'appelle le plus grand scandale de la littérature haïtienne contemporaine, ultra-vocale, et qu'il m'a répondu comme on pourrait répondre à un vieux journaliste plein d'expérience avec sa bonhomie coutumière, puisque Franck Etienne est l'être le moins snob que je connais. Franck Etienne m'a reçu et il m'a dit à cette époque-là qu'il allait changer de métier et devenir sculpteur, mais sculpteur sur arbre, parce qu'il n'entendait pas être un simple sculpteur, il faudrait qu'il sculpte sur les arbres, même debout. Donc j'avais un modèle aussi, je n'étais pas seul dans la vie. Tout à l'heure, le porte-parole de la présidence a dit que j'étais inscrit dans une tradition de la littérature haïtienne. Franck Etienne lui-même aussi, même si son spiralisme était une rupture, mais nous savons très bien que toute rupture s'inscrit dans une continuité, et que cette continuité n'est qu'une addition continue de rupture. Et me voilà à la fin de cette saison haïtienne, prête à partir à Montréal. Et je suis parti un matin comme ça, et je me souviens d'être arrivé dans une ville effervescente, une ville où l'on ne sentait pas le froid d'un revolver dans son dos la nuit. Et c'était Montréal qui s'apprêtait à recevoir les athlètes des Jeux Olympiques. Montréal, dans son effervescence totale, après avoir connu l'Expo 67 et qui renouvelait, disons, ce miracle d'une ville qui recevait le monde entier, les Jeux Olympiques. C'était magnifique. Je suis allé travailler dans des usines pendant 8 ans. J'ai travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, mais je n'étais pas le seul, puisque un quart de l'humanité travaille dans des conditions encore plus difficiles. Je me suis dit, il fallait observer ces gens, ces travailleurs, ces gens qui sont dans le sous-sol de la vie, et dans le sous-sol des grandes villes, et qui font ces grandes villes. J'ai noté des choses, et j'ai noté que rien
ne peut sortir de bien si elle ne sort pas de la vie palpitante des gens. Il faut raconter la vie des gens si l'on veut être un artiste. Et j'ai quitté un jour pour acheter une machine à écrire Remington, dont s'est souvenu tout à l'heure Madame l'ambassadeur de France et l'épouse de l'ambassadeur de France. Et cette Remington 22, qui a un nom de fusil, a été mon fusil qui tirait sur le monde ces inégalités, ces injustices. Reagan régnait à l'époque aux États-Unis. Et j'ai tapé un après-midi, sans raison, sans savoir pourquoi, une petite phrase. Pas croyable, ça fait la 5e fois que Booba met ce disque de Charlie Parker. 24 livres ont suivi. De ce fleuve d'encre, je ne sais pas le jugement que la critique pourra poser un jour, bien tard, bien plus tard, si j'arrive à mourir, puisqu'on m'a dit immortel. Donc qu'ils sachent que j'ai l'œil sur eux, même du fond de ma tombe. Et finalement, oui, un jour de décembre 2013, j'étais à Port-au-Prince, mon ami Amin Malouf qui a envoyé un message d'un mot. Je comprends pas que j'étais admis à l'Académie française. Donc la France aussi. Haïti, le Québec et la France aussi. Ça fait un triangle, ça fait un trépied et évidemment ça tient debout un trépied. Cette France qui m'a habité si longtemps, qui vient de si loin, puisque quand j'étais à Petit Gouave et que je tombais sur les livres des écrivains français que je pouvais trouver, dont certains livres, je ne savais pas le nom de l'auteur ni le titre, puisqu'il nous manquait les pages, les premières pages, mais j'avais cette fringale de littérature, ce goût de l'alphabet. Je voulais tellement lire et je lisais sans cesse, et d'un regard d'écrivain, puisque je ne me contentais pas de lire les livres, je voulais savoir comment quelqu'un comme Kipling, par exemple, un des livres qui m'a marqué, Capitaine courageux, comment Kipling a-t-il fait pour que j'ai l'impression dans ce livre d'être au large de Terre-Neuve, dans cette chasse à la baleine, et à chaque fois qu'il y a une vague d'eau, de sentir l'odeur du varin, comment Kipling a fait? Quelle est cette magie? Quelle est cette chose, cette prestigiation? Comment fait-on pour qu'une phrase prenne vie et illumine la page? J'ai travaillé dur, j'ai bûché, tête baissée pendant 30 ans, dans la solitude la plus totale. Évidemment, j'étais à la maison, mais je n'étais pas à la maison. Comme Marie-André Etienne l'a dit, n'épousez jamais un écrivain. Un homme près de vous, peut-être aussi l'épouse du président de la République peut dire la même chose, si près et si loin à la fois. Et naturellement, j'étais tête baissée, mais il faut dire aussi qu'un homme assis, il n'y a rien de plus calme, doux qu'un écrivain au travail. Il est assis dans son bureau, il peut y rester 30 ans. Mais le miracle, c'est que les livres qu'il écrit parcourent le monde. Et si jamais un seul d'entre eux vous plaît, j'apparais. Merci. Rassurez-vous, je ne vais pas être long.